Aujourd'hui, nous allons voir comment le mal triomphe. Pourquoi le monde est-il si mauvais? Et nous allons aborder de nombreux sujets extrêmement troublants. Mais vous êtes mature, et il est important que nous parlions de ces sujets pour comprendre comment fonctionne le monde. Alors, commençons. Et nous allons beaucoup spéculer et théoriser dans ce cours. Ne prenez donc pas cela pour parole d'évangile. Ne croyez pas que ce soit la vérité. L'objectif principal de ce cours est de vous aider à développer les théories et les idées nécessaires pour mieux comprendre le monde. Ce sont des outils? Ceci n'est pas vrai. Ce sont des outils. Ma première question est donc, que se passe-t-il en Israël? Comme vous le savez, Israël est actuellement en train d'assiéger Gaza. Bombardement de Gaza. Vous avez peut-être vu les vidéos sur les réseaux sociaux. C'est inquiétant. Ce qui se passe est terrible. Le mot qui décrit ce qui se passe, le mot que nous utilisons pour désigner ce qui se passe à Gaza, c'est celui-ci. Vous n'êtes pas autorisé à prononcer ce mot sur YouTube, mais c'est bien le but recherché. Ce que je soutiendrai, en revanche, c'est que la vérité est bien plus troublante. FFI. Ce qui se passe réellement à Gaza est un rituel. Sacrifié. Et cela se produit assez souvent dans l'histoire de l'humanité. Si l'on remonte et qu'on regarde la véritable histoire de l'humanité, cela arrive assez fréquemment. Parmi les exemples les plus célèbres, on trouve les Aztèques. Nous avons mis au jour des temples aztèques. Et à l'intérieur de ces temples, il y a des milliers et des milliers de crânes humains. Donc, avant de partir en guerre, ils pratiquaient le sacrifice humain. Ils commettaient des meurtres de masse de leurs ennemis en public. Les Aztèques étaient donc vraiment célèbres pour cela. Les Phéniciens. Plus précisément, les Carthaginois. Nous en parlerons plus tard ce semestre, mais les Phéniciens étaient également connus pour un type particulier de sacrifice, à savoir le sacrifice d'enfants. Les Romains ont écrit des récits historiques insultant les Phéniciens pour avoir pratiqué ce genre de sacrifice. Mais les Romains eux-mêmes pratiquaient le sacrifice humain. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'après chaque grande guerre, ils capturaient tous les principaux chefs, tous leurs ennemis, et ils les faisaient défiler dans les rues de Rome. C'est ce qu'on appelle un triomphe. À la fin du triomphe, ils rassemblaient les ennemis au temple de Jupiter. Jupiter est leur dieu. Et ensuite, ils étranglaient leurs ennemis jusqu'à la mort. Yeah. Un sacrifice, c'est ça, un sacrifice humain. Ils n'appelaient pas ça comme ça, d'accord, ils le maquillaient un peu, mais on sait très bien qu'ils le faisaient. Donc la question pour nous, c'est pourquoi est-ce que cela arrive? Pourquoi les Aztèques le faisaient-ils? Pourquoi les Phéniciens le faisaient-ils? Pourquoi les Romains le faisaient-ils? Et pourquoi aujourd'hui? C'est vraiment ce qui se passe à Gaza. Et souvenez-vous, ce que font les Israéliens est vraiment horrible, parce que c'est en réalité une sorte de sacrifice. Pourquoi? Parce que 47%, presque la moitié de la population de Gaza, a moins de 18 ans. Donc la majorité des personnes tuées sont en fait des enfants. Ce qui est le plus frappant ou flagrant dans ce qui se passe à Gaza, c'est que nous pouvons tous le voir de nos propres yeux. Et c'est presque comme si les Israéliens voulaient qu'on le voie et qu'on les déteste, non? On voit bien partout dans le monde que l'opinion publique se retourne contre Israël. Il y a ces manifestations populaires partout dans le monde pour protester contre ce qui se passe en Palestine. S'ils voulaient vraiment faire ça, il y aurait en fait des moyens bien plus efficaces de le faire. Ils pourraient simplement empoisonner leur eau, ou bien empoisonner l'air pour que tout le monde à Gaza développe un cancer foudroyant. C'est ça? On a la technologie pour faire ça. Donc Israël pourra le faire en secret et personne n'en parlerait. Et dans 20 ou 30 ans, la population de Gaza aurait complètement disparu. Ce serait très secret, non? Au lieu de ça, ils choisissent de faire ceci, devant le monde entier. Et ce que je veux vous dire, c'est que c'est intentionnel. Ils veulent que le monde les déteste. Parce qu'en faisant cela, ils créent le tabou ultime, non? Nous trouvons cela répugnant et méprisable. Donc le monde entier va s'unir contre Israël. Mais devinez quoi? C'est ce que veut leur religion. Dans la forme extrême de l'eschatologie juive ou de la religion, ils croient qu'à la fin du monde, Israël combattra le monde entier,
et que Dieu aidera Israël à triompher à la fin. Donc, ce qui se passe réellement à Gaza, c'est qu'il y a des extrémistes au sein du gouvernement israélien qui veulent accélérer le processus de la fin du monde, où Israël fera face au monde. Et si vous y réfléchissez, toute l'idée de ce sacrifice rituel est d'unir la population israélienne. Et ce qu'il y a de plus absolument et incroyablement profondément troublant, voire carrément terrifiant dans tout cela, c'est de constater que l'ensemble fonctionne parfaitement. Eh bien, prenons une analogie. L'analogie est la suivante. Dans l'histoire chinoise, la stratégie militaire la plus populaire consiste à se battre avec une rivière dans le dos. Vous avez déjà entendu parler de cette stratégie, non? C'est quand une armée est en train de perdre. Elle est dispersée par l'ennemi. Alors, ce que fait le général, c'est forcer l'armée à battre en retraite jusqu'à une rivière. Et maintenant, avec une rivière qui bloque toute fuite, il y a un choix à faire. Soit vous vous noyez dans la rivière, soit vous vous battez jusqu'à la mort. Et la plupart des soldats choisiront de se battre jusqu'à la mort. Et donc, à ce moment-là, les soldats sont unis, galvanisés, pleins d'énergie, et ils trouvent alors la force de se lancer et de détruire leur ennemi. Voilà, c'est la stratégie militaire la plus populaire de l'histoire chinoise ancienne. Et devinez quoi? C'est exactement ce qu'Israël fait en ce moment à Gaza. C'est la même logique. Oui, tu as une question? Alors, quelle est la rivière pour Israël? Ouais, c'est une bonne question. C'est quoi la rivière ici, non? La rivière, c'est un tabou, non? Quelle est la pire chose que tu puisses faire dans la société moderne? Tuer des enfants, les gars? Non. Donc, il n'y a pas d'issue pour Israël. Soit tu vas jusqu'au bout, soit le monde vient et te détruit de toute façon. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que si tu vas en ligne, tu verras des Israéliens aller partout dans le monde et semer des problèmes partout. Ils vont chercher la bagarre. Ils crient mort aux Arabes dans les bus publics en Occident. C'est intentionnel. Ils veulent s'unir en divisant le monde, en mettant fin au monde. Tu comprends ce que je veux dire? Bon, tout ça est très troublant et je veux petit à petit, à déballer, vous révéler comment ça fonctionne. Donc, pour faire ça, ce que je vais faire, c'est utiliser une expérience de pensée. L'expérience de pensée est la suivante. Imaginons qu'il y ait une île. On ne sait pas où se trouve cette île, mais c'est une île. Et il est impossible de s'échapper de l'île. Et au centre de l'île, il y a une colline, et c'est un endroit sûr. Mais partout ailleurs, il y a des singes mangeurs de chèvres qui rôdent partout. Le problème, c'est que sur cette île, les ressources dont tu as besoin pour survivre, les arbres, la nourriture et les rivières, se trouvent là où sont les singes. Bon, il y a un endroit sûr au centre, mais partout ailleurs, si vous voulez des ressources, vous devez aller combattre ces singes. Ce sont des singes carnivores. Ils veulent te tuer, ils veulent te manger. Et il y en a une infinité. Maintenant, disons simplement qu'un jour, pour une raison ou une autre, nous ne savons pas pourquoi, 100 hommes vieillissent, âgés de 15 à 65 ans. Ils sont mystérieusement transportés sur cette île, dans un endroit sûr. Ils viennent de différents pays. Ils ne parlent pas la même langue. Ils sont de différentes origines ethniques. Ce sont tous des personnes pauvres dans leur pays. Ils n'ont pas beaucoup d'instructions. Donc ils sont là et ils se rendent vite compte que la situation est totalement désespérée. Il n'y a aucun moyen de s'échapper de cette île. Ces singes sont partout et ce sont de redoutables guerriers. Et la situation semble sombre. Ils ne parlent même pas la même langue. Ils n'ont pas de culture commune. Donc à ce stade, on pourrait imaginer qu'ils se sentent désespérés et qu'ils se laissent mourir. Mais en réalité, c'est tout le contraire qui se produit. Ce qui se passe, c'est que dans cette situation sans espoir, ils trouvent une motivation, un but, un esprit pour se battre les uns pour les autres. Et ce qui va se passer très rapidement, et c'est vraiment intéressant, c'est que la première chose qu'ils vont faire, c'est développer une langue commune. Ils ne parlent pas la même langue. Certains parlent chinois, d'autres anglais, d'autres espagnol, d'autres russes, peu importe. Ils vont s'organiser. Ils vont rapidement développer une langue commune. Et ensuite, avec cette langue commune, ils vont commencer à se raconter les histoires de leurs origines. Et puis, ces histoires deviendront un mythe commun, un mythe fondateur, expliquant pourquoi ils sont là.
Et ils en viendront à croire que Dieu les a choisis pour sauver le monde. Et c'est pour ça qu'ils sont là. Ensuite, avec cette nouvelle religion, ils commenceront à développer des rituels pour renforcer cette religion. Ces rituels incluent le sexe. Donc ces hommes auront des relations sexuelles. Et la raison, c'est de créer de l'intimité et des liens entre eux. Et il y aura aussi beaucoup de rituels religieux. Une autre chose qu'ils feront, c'est choisir un chef. Ils sont une centaine. Ils ont besoin d'un chef pour les organiser. On peut donc imaginer que lors de l'élection du chef, tout le monde se lève pour prendre la parole. Maintenant, l'homme de 65 ans, lui, il est sage. Il a de l'expérience. Il a des stratégies. Alors, il prononce un discours très puissant qui inspire tout le monde et explique comment ils peuvent survivre face aux singes mangeurs de chair. D'accord, donc il est vraiment intelligent. Puis soudain, il y a un jeune homme ici qui a 15, 16 ou 17 ans. Il ne s'exprime pas bien. Il n'a aucune idée. Voilà ce qu'il fait. Il se tient devant tout le monde, il est audacieux et courageux. Il regarde tout le monde sans dire un mot. Il leur montre sa main. Il leur montre sa main. Puis, de sa poche, il sort un couteau. Et puis, il se coupe la main devant tout le monde. Et il ne pleure pas, il regarde simplement tout le monde comme si de rien n'était. Laissez-moi vous poser cette question. Qui est-ce que tout le monde choisit comme chef ? Le deuxième, évidemment, l'homme qui a montré du sacrifice, de l'engagement et du dévouement envers les autres. Le vieil homme a des idées et il deviendra le conseiller du chef. Mais le chef, c'est celui qui est prêt à mourir pour les autres. Et donc, dans cette situation, le plus courageux d'entre eux viendra et s'imposera comme le chef. Et ainsi, ce qui va se passer, c'est que ces personnes, ces hommes, vont devenir extrêmement inspirés et dévoués. Même s'ils sont faibles, ils apprendront à devenir forts. Même s'ils sont pauvres et sans éducation, ils apprendront à être sages, intelligents et stratégiques. Ils vont se transformer radicalement. Et au final, ce qui va émerger, c'est l'idée de cohésion. Cohésion comme des frères, cohésion comme une famille. Ils se comprendront, même s'ils viennent de cultures différentes, même s'ils ont des parcours différents. Ils se comprendront mieux qu'ils ne comprennent leurs propres enfants et leurs propres femmes. Et cette cohésion mènera à quelque chose qu'on appelle la synchronicité. La synchronicité. La synchronicité, c'est quand des personnes agissent ensemble, à l'unisson. Donc, un exemple très simple de synchronicité, c'est une équipe de sport, non ? Quand vous regardez un match de football, comment cette équipe de football arrive-t-elle à jouer ensemble ? Eh bien, grâce à la synchronicité. Parce que leurs esprits sont similaires. C'est ce qu'on appelle un esprit de ruche. Et cela permet quelque chose qu'on appelle la télépathie. Ils sont littéralement capables de penser et d'agir comme un seul homme. Alors, laissez-moi vous donner un exemple de cela. Imaginons simplement que l'un d'eux sont ces hommes. Ils dorment, mais l'un d'eux, un seul, part chercher du bois. Et il se fait attaquer par des singes. Peu importe s'il crie, car il est trop loin. Est-ce que ses camarades sauraient qu'il est en danger ? Oui, ils le sauraient. Et l'exemple ici, c'est, imaginons que vous êtes une mère et que vous avez des enfants, et que l'un d'eux part en vacances en France. Mais ensuite, pendant qu'il est en France, il se fait renverser par une voiture et il est hospitalisé. Est-ce que vous, en tant que mère, sauriez que votre fils est en danger ? Est-ce que vous le ressentiriez ? Il ne vous a pas appelé, vous n'êtes pas au courant, mais au fond de vous, le sauriez-vous ? La réponse est oui, vous sauriez. Vous sentiriez que quelque chose ne va pas. Vous prendriez le téléphone et essaieriez d'appeler votre fils. Vous n'arrivez pas à joindre votre fils, alors vous appelleriez la police. Vous ne savez pas ce qui se passe, mais quelque chose au fond de vous vous dit « il faut que je contacte mon fils ». Et c'est comme ça que fonctionne l'esprit de ruche. C'est comme ça que fonctionne la synchronicité. Prenons un autre exemple. Imaginons qu'un jour, vous êtes 10 et que vous ramassez tous du bois. Et tout à coup, vous êtes attaqué par 100 singes mangeurs de chair. Il y a un pont que vous avez construit. C'est un pont de corde. 9 traversent le pont sans problème, mais vous êtes la dernière personne. Et tous les singes sont sur le point de se jeter sur vous. Et vous savez que si les singes parviennent à traverser, vos camarades sont morts. Que faire dans cette situation ? Oui, tu as coupé la corde.
Timner, vous n'y pensez pas. Suicide-toi. Car ce qui compte, ce n'est pas ta vie. Ce qui compte, c'est la famille. Ce qui compte, c'est l'équipe. Et nous le savons parce qu'à la guerre, ce qui se produit souvent, c'est dans la guerre de tranchées, l'ennemi va lancer une grenade dans la tranchée, n'est-ce pas? Il n'y a pas assez de temps pour ramasser cette grenade et l'acheter au loin. Alors ce que font les soldats, c'est qu'ils se jettent sur la grenade et absorbent l'explosion, se tuant ainsi sur le coup. Ça se passe instantanément. Personne n'y réfléchit. On le fait simplement parce que ce qui compte, c'est de sauver ses camarades. Et c'est ce qui se passe. Une sorte de synchronisation se développe, comme si vous pouviez presque lire dans les pensées des autres. Et ils continuent à faire ça pendant 10, 20 ans. Et puis soudain, continuant cette expérience de pensée, soudainement, vous vous retrouvez soudainement transporté de nouveau dans le monde réel. Et pourtant, absolument rien de particulier ne semble s'être produit. Cependant, vous gardez en vous des souvenirs très précis de tout ce qui s'est passé. Est-ce que c'est clair? Bon, vous avez vécu 20 ans d'enfer sur Monkey Island. Vous avez démontré votre capacité à travailler ensemble. Vous avez une intelligence collective, vous êtes vraiment dynamisé, vraiment inspiré, vraiment motivé. C'est une nouvelle religion, rien que pour toi. Et maintenant, soudainement, vous êtes tous transportés de retour dans votre vrai monde, votre ancienne vie. Alors, qu'est-ce qui se passerait? Ce qui se passerait, c'est que vous seriez 100 à vouloir vous retrouver à nouveau, non? Et vous partageriez votre expérience, vos rituels, votre religion avec vos enfants et vos petits-enfants. Et très rapidement, au fur et à mesure que le temps passe, ce qui va inévitablement se passer, c'est que vous allez finir par conquérir le monde entier. Et vous allez ainsi devenir l'élite secrète de notre société. Le monde vous appartient. Il peut y avoir des présidents, il peut y avoir des personnes célèbres, mais en secret, c'est vous qui tenez les rênes. Vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants hériteront de cet héritage. Et ce sont eux qui détiennent réellement le pouvoir dans le monde. Est-ce que ça a du sens? Une question ici. Par exemple, si au moment où cette personne revient vraiment à la réalité, qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là? Déjà, avoir un chef? Mais toi, tu n'es qu'un simple paysan, pas un leader? Oui, c'est ta question. Je te l'ai déjà dit. En apparence, il y a des dirigeants. Mais le vrai pouvoir, c'est vous. Et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que pendant que vous êtes sur cette île, vous allez développer certains rituels qui sont très étranges, mais qui sont importants si vous voulez maintenir l'unité. Donc, par exemple, un rituel étrange, c'est le rituel funéraire. Le rituel funéraire. Et l'idée ici, c'est que lorsqu'une personne se sacrifie, vous organisez de grandes funérailles pour célébrer cette personne. Et cela peut impliquer que vous découpiez cette personne en plusieurs morceaux et que vous la mangiez. Et vous allez développer des rituels vraiment étranges. Est-ce que ça a du sens? Bon, je vais répondre à ta question. Pourquoi est-ce que ce sont ces gens-là qui dirigent et pas les vrais leaders de la société? Mais d'abord, je veux vous donner quelques analogies historiques à ce sujet. Comment savez-vous que ce que je dis est correct? Eh bien, regardons certaines analogies dans l'histoire. Très bien. Si vous le voulez bien, nous allons maintenant parler de la cité de Sparte. Sparte est l'une des sociétés militaires les plus célèbres de l'histoire du monde. Sparte est une cité-État de la Grèce antique. Et vous avez peut-être entendu parler de Sparte. Un film sur Sparte a été réalisé. Il s'appelle 300. Je ne sais pas si vous avez vu le film 300. Mais 300 raconte vraiment l'histoire de 300 soldats spartiates qui affrontent des millions, enfin pas des millions, mais des centaines de milliers de soldats perses. La Perse envahit la Grèce continentale. Ils se battent dans un endroit appelé les Thermopyles, la bataille des Thermopyles. Et c'est le passage vers la Grèce continentale. Les Grecs doivent tenir cette position s'ils veulent empêcher l'invasion. 300 soldats spartiates, soutenus par des milliers d'autres soldats grecs, livrent un dernier combat. Dans ce passage, ils sont submergés par l'invasion perse et au lieu de fuir comme la plupart des gens, les soldats spartiates font face et livrent un dernier combat. Leur chef est Léonidas et il leur dit « Nous nous battrons jusqu'à la mort ». Ils se battent tous jusqu'à la mort, ils sont tous massacrés. Et les Perses prennent la tête de Léonidas, la coupent et la mettent sur une pique pour avertir les Grecs « Nous sommes sans pitié ». Finalement,
Les Grecs, inspirés par le sacrifice de Léonidas, repousseront l'invasion et détruiront les envahisseurs. Alors, comment cette culture est-elle née? Eh bien, le système éducatif des Spartiates est vraiment intéressant. En fait, c'est même assez troublant. Donc, les jeunes garçons, à l'âge de 5 ou 6 ans, sont arrachés à leur famille et placés dans une école dirigée par des garçons plus âgés. Les garçons plus âgés ont peut-être 10 ou 11 ans. Et donc, ce qui se passe, comme on peut l'imaginer, c'est que les plus grands tabassent les plus jeunes. Dès le premier jour, il n'y a aucune éducation. Ils n'apprennent à rien. Tout ce qui se passe, c'est que les plus grands passent leur temps à tabasser les plus jeunes. Mais comme cela se produit, on appelle ça du bizutage. Ça arrive d'ailleurs très souvent dans les fraternités et les équipes sportives. Quand ils se font tabasser, ça crée de la solidarité, ça forge un esprit de fraternité. Donc ces jeunes garçons qui ont 5 ou 6 ans apprennent à s'aimer les uns les autres, car ce n'est qu'en s'entraidant qu'ils peuvent survivre à cette brutalité. Ensuite, ce qui se passe, c'est que lorsqu'ils atteignent 11, 12, 13 ans, à la puberté, c'est vraiment intéressant. Ils sont pris en charge, encadrés par un soldat spartiate plus âgé, qui a peut-être 28, 29 ou 30 ans, mais qui a une famille. Ils deviennent amants. Ils ont des relations sexuelles ensemble. Et cela renforce la solidarité du groupe. Donc pendant la phase de bizutage, ces jeunes garçons apprennent à se faire confiance. Ils apprennent à créer des liens entre eux. Pendant la phase de mentorat, ces jeunes garçons apprennent à penser comme un esprit de ruche. Ils apprennent à faire partie d'un groupe plus large. Ensuite, quand ils atteignent 18 ans, ils passent à l'étape suivante. Et pour valider cette étape, voici ce qu'ils doivent faire. Ils ont une mission. Donc, les Spartiates ont des esclaves qu'ils appellent les ilotes. Ce sont simplement des personnes qu'ils ont conquises et qui travaillent maintenant comme esclaves dans les champs pour eux, d'accord? Ce sont un peu comme des serfs. Il y a donc beaucoup de règles qui régissent les ilotes. Une règle importante, c'est le couvre-feu. Donc s'il fait nuit, tu n'as pas le droit d'être dehors. Si tu es dehors la nuit, tu peux être exécuté. Donc pour leur mission de fin d'études, ces jeunes soldats se cachent dans les champs la nuit. Ils se cachent dans les champs et attendent que le soleil se couche. Donc il fait maintenant nuit. Et ils guettent les ilotes qui rentrent tard. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils s'approchent discrètement derrière les ilotes et leur tranchent la gorge. En fait, c'est essentiellement un sacrifice. Un sacrifice humain, donc. Les Spartiates faisaient ça aussi. C'était quelque chose de très courant. Et ce que ça fait, c'est que ça renforce la cohésion du groupe, menant à la synchronisation. Seulement, il y avait des milliers et des milliers de cités-États en Grèce. Mais seul Sparte faisait cela. Et ça a fait que tout le monde trouvait Sparte répugnante. Tout le monde détestait Sparte, mais cela permettait à Sparte de rester unie. Cela a fait de Sparte la puissance militaire dominante en Grèce à cette époque. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que Thèbes, une autre cité-État, Grèce a copié le système spartiate, mais ils l'ont rendu volontaire. Donc à Sparte, il fallait être un membre de l'élite pour faire partie du système. Mais à Thèbes, n'importe qui pouvait rejoindre le système. Et ils appelaient ce système la bande sacrée. De 300 soldats. Et encore une fois, ils étaient des amants. Mais c'est vraiment important que vous compreniez ça. À cette époque de l'histoire, il n'y avait pas de concept d'homosexualité. C'était parfaitement accepté. Personne ne se souciait si vous couchiez avec des hommes, des animaux ou autres. Ce n'était pas un problème. Cela n'apparaît que bien plus tard, à l'époque moderne. À l'époque, cela n'était pas considéré. L'homosexualité n'était pas un concept. Si vous êtes sur le terrain, si vous partez à la guerre pendant des années et qu'il n'y a aucune femme autour, vous allez coucher avec d'autres hommes. C'est quelque chose de tout à fait naturel. Ça ne veut pas dire que vous êtes homosexuel. Donc la bande sacrée de Thèbes est devenue la puissance militaire dominante après Sparte. On l'appelle la bande sacrée. Et ils étaient comme l'avant-garde, la pointe de la lance. Ils étaient les premiers à entrer en bataille. Et ils étaient tellement féroces que leurs ennemis prenaient la fuite. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que la Macédoine a copié le système thébain. Qui est le Macédonien le plus célèbre au monde? Vous savez?
Quel Macédonien est le plus célèbre de toute l'histoire de l'humanité? Vous connaissez son nom, mais vous ne savez peut-être pas qu'il était macédonien. Demandez-lui de paraître grand, d'accord? Son père, c'est Philippe II. C'est Philippe II qui a en fait constitué la plus grande armée du monde, l'armée macédonienne. Et c'est en réalité son fils, le Grand, qui prendra cette armée et conquérera la Perse. On verra ça plus tard. Mais Philippe II a appris tout cela de Thèbes. Au départ, la Macédoine et Thèbes étaient alliés, mais Philippe II était très ambitieux. Il commença alors à conquérir toute la Grèce continentale. Et dans 338 avant notre ère, lors de la bataille de Trachonie, la Macédoine lutta contre le commandement de Thèbes et d'Athènes. Et la Macédoine a détruit Thèbes et Athènes, car la Macédoine a essentiellement copié le système de Sparte et de Thèbes. À ce moment-là, la Macédoine aurait dû anéantir toute l'armée thébaine et athénienne. Mais alors que tout semblait perdu, le bataillon sacré, ils sont restés au milieu du champ de bataille. Et ils ont bloqué l'avancée de la charge macédonienne pour permettre à tout le monde de s'échapper et de retourner dans les villes. Ils n'avaient pas peur de la mort. Ils accueillaient la mort. Pour eux, ce qui comptait, c'était l'honneur et le sacrifice. Et c'est ainsi que l'on crée la plus grande armée du monde. Ça a du sens? Donc, ces analogies historiques donnent du crédit à notre expérience de pensée. Très bien. Maintenant, on va se pencher sur une question. Pourquoi ce système fonctionne-t-il? Bon, alors, faisons un peu de théorie des jeux. La théorie des jeux. La théorie des jeux, c'est simplement l'étude de la manière de gagner à des jeux. D'accord? C'est une chose très générale. Faisons donc une expérience de pensée et disons qu'il y a environ 1 million de personnes dans le monde. D'accord? Il y a 1 million de personnes dans le monde et elles essayent toutes de gagner la partie contre les autres. Mais une seule peut gagner. Eh bien, selon la théorie des jeux, la meilleure façon de gagner une partie est de... Quelqu'un le sait-il? Tricherie. Je triche. Si vous suivez les règles, vous ne gagnerez jamais la partie. Tu dois tricher. Et dans ce jeu, la meilleure façon de gagner, c'est de se coordonner avec d'autres personnes, non? Parce que tout le monde joue pour soi. Donc, si tu arrives à travailler avec d'autres personnes, ça te donne un énorme avantage sur tous les autres, non? Le problème, c'est qu'à partir du moment où les gens commencent à se coordonner, ça déclenche une course à l'armement de la coordination. Donc, peut-être que ces deux-là vont ensemble. Ces quatre-là sont maintenant obligés de travailler ensemble, ce qui force maintenant ces cinq-là à faire de même. Donc, si vous êtes les premiers à collaborer, vous vous faites avoir. Donc, si vous trichez, vous devez le faire en secret. Il faut se coordonner sans que les gens sachent qu'on se coordonne en réalité. Vous devez conspirer en secret. Et il existe différentes façons de collaborer, en secret. Très bien. Alors, regardons des exemples. La famille en est un exemple, n'est-ce pas? De coordination, de synchronicité. Un autre exemple est la religion. Si vous avez un leader, droite. Si vous avez une race, une ethnie similaire, vous avez une langue similaire. Voilà, donc des exemples de la manière dont on peut amener les gens à se coordonner. Le problème, c'est que tout cela est évident pour les gens, ce qui les oblige à faire la même chose. Mais il existe une stratégie que vous pouvez utiliser pour coordonner vos actions secrètement et vaincre tous vos ennemis. Et cette stratégie s'appelle la transgression. Transgression. La transgression des tabous. La transgression des normes sociales. La violation des lois sociales. Transgression. Très bien. Étudions donc ce concept. Alors, l'idée générale, le concept théorique derrière tout ça, c'est que plus on s'autorise à transgresser les règles, si l'on regarde attentivement, voici le niveau exact de transgression. Plus votre cohésion est grande, plus vous êtes synchronisé. D'accord, voilà une théorie que je voudrais vous soumettre. Très bien. Donc, la transgression, c'est une idée très simple. Tu enfreins les règles, non? Tu triches, et donc tout le monde veut t'envoyer en prison. Ce qui veut dire que la seule façon de survivre, c'est de garder le secret au sein de ton groupe. Ce qui force la cohésion. Tu vois ce que je veux dire?
Et on observe ça dans tous les aspects de la société. Donc la forme la plus basique de transgression, c'est simplement plaisanter ou faire une blague, non? Par exemple, vous, à 6, vous décidez, vous savez quoi? On va faire une blague à l'école. On va recouvrir toutes les salles de papier toilette. C'est une blague, c'est un canular. Mais évidemment, vous ne voulez pas vous faire attraper parce que l'école va vous punir. Et cette blague, ce canular va vous rendre plus soudés, non? Parce que maintenant, vous avez un secret entre vous. Et si quelqu'un vous trahit, vous êtes tous fichus. Droite, est-ce que cela vous paraît logique? Voilà la logique. L'autre chose vraiment intéressante, c'est que lorsqu'on transgresse, lorsqu'on brise un tabou, on se sent plus fort. On se sent libéré. Et cela devient addictif. Droite, vous remplissez l'école de papier toilette. Tu te dis, c'était vraiment amusant. Pourquoi était-ce amusant? Parce que vous avez enfreint les règles. Tu as l'impression que je suis plus puissant que mon professeur. Donc, vous continuez à faire de plus en plus de choses comme ça, n'est-ce pas? Ensuite, tu pourrais te dire, hey, allons au magasin et volons un bonbon. Ce bonbon coûte peut-être $1, rien du tout, non? Mais tu essaies et t'es terrifié. T'es envahi par le doute, t'es envahi par la peur. Désolé. Donc, c'est le son E qui nous dit qu'on devrait faire une pause. Mais, encore une fois, on ne fait pas de pause dans ce cours. Donc, je m'excuse, on ne fait pas de pause, on continue, d'accord? Mais c'est ça, ce son. Donc, t'es terrifié parce que ta mère, tes professeurs, tout le monde t'a dit que voler, c'est mal, non? Mais quand tu fais vraiment, comment tu te sens? Tu te sens plein d'énergie. Tu te sens libéré. Tu te sens puissant. Et si tes amis sont avec toi, l'amitié devient beaucoup plus soudée, beaucoup plus cohésive, beaucoup plus synchronisée. Est-ce que cela vous paraît logique? Et maintenant que vous voulez apprendre, enfreignons encore plus de règles. Voyons ce qui se passe si nous enfreignions de plus en plus de règles. Et vous continuez parce que c'est addictif. Et finalement, il existe une transgression qui constitue le tabou ultime. Qui est quoi? Vous savez? Ouais, c'est ça. C'est droite. Peut-on imaginer une transgression plus grave que celle-ci? Voilà pourquoi ils le font. Parce que cela donne du pouvoir, cela libère de l'énergie. Ils le font parce que ils croient que cela libère de l'énergie divine. Et quand vous le ferez réellement, les gars, je vous dis pas d'aller faire ça, d'accord? S'il vous plaît, ne faites pas ça, d'accord? Et n'oubliez pas, c'est maléfique. Nous ne devrions pas faire cela. Mais lorsqu'on passe réellement à l'action, ceux qui en sont capables ont l'impression d'être désormais inondés. Qu'ils sont maintenant remplis de énergie divine. Ils ont découvert le secret de l'univers. Ils ont découvert le pouvoir ultime au monde. Une autre transgression, moins grave certes, mais tout de même très grave, c'est l'inceste, n'est-ce pas? Et il existe des sociétés secrètes, les gars, qui font ça. Et vous savez quoi, les gars? Je déteste dire ça, d'accord? Mais ils le font en public, devant tout le monde. Parce que cela crée à la fois l'unité du groupe, la synchronicité, et cela libère dans leur esprit une énergie divine. Ils ont désormais accès à Dieu. Si vous souhaitez réellement comprendre quelle est la véritable utilité des synchronicités, eh bien, sachez que c'est précisément cela. Et encore une fois, ce n'est qu'un petit groupe de personnes. Ah, mais maintenant, on sait pourquoi ces gens contrôlent le monde. Parce qu'ils sont capables de garder des secrets. Parce qu'ils sont plus motivés que tous les autres. Et ils sont capables de travailler ensemble d'une manière qui leur permet d'atteindre le pouvoir suprême. Ces dirigeants, tu vois, n'est-ce pas? Ces dirigeants, tu vois, ce sont des marionnettes. Ils ne sont que la façade. Le véritable pouvoir, ce sont les sociétés secrètes qui pratiquent ces rituels. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est la vérité. Je dis juste que c'est une théorie possible sur la façon dont le monde fonctionne, tu vois, parce que cela relève de la spéculation. C'est une catégorie de théorie. Ne pense pas que c'est la vérité. Mais tu peux réfléchir à la façon dont cela fonctionne et te demander, est-ce que ça explique le monde? Donc, après avoir expliqué cela, ce que je veux faire maintenant, c'est entrer dans la théorie profonde sur les raisons pour lesquelles cela se produit.
D'accord, donc si tu parles à ces gens et qu'ils sont honnêtes avec toi, ils te diront ça. Quand nous faisons cela, nous accédons à Dieu. Et Dieu nous donne un pouvoir divin. Parce qu'ils sont superstitieux et qu'ils sont stupides. Ce n'est pas parce qu'ils font partie de l'élite, ce n'est pas parce que ce sont des gens puissants qu'ils sont intelligents. En fait, ils sont plutôt idiots si tu les rencontres vraiment. Très bien, mais je vais expliquer comment ce système fonctionne. Et quand je vais t'expliquer, tu verras, ça aura du sens. Mais est-ce qu'on est clair jusqu'ici sur ce qui se passe, les gars? Très bien. Je sais que c'est perturbant et je sais que je vais probablement me faire bannir de YouTube pour ça, mais c'est important qu'on le fasse. Bon, maintenant je vais expliquer la théorie qui explique pourquoi cela se produit. Comment la transgression peut-elle libérer une énergie divine? Donc, Kant. Nous allons examiner quelques grands penseurs. Ce sont vraiment des penseurs profonds et nous irons plus loin sur eux ce semestre. Mais je vais vous les présenter. Donc, Kant, souvenez-vous, dès le premier cours, Kant avait une théorie sur la façon dont le monde fonctionne. Il n'y a pas de réalité objective que nous voyons. Avant, on partait du principe qu'on absorbait simplement la réalité. D'accord? Mais Kant dit que nous sommes actifs. Désolé, on va attendre pour ça. Donc Kant dit que nous sommes des participants actifs à la réalité. Comment? Eh bien, parce que notre cerveau agit comme un filtre. Nous ajoutons l'espace et le temps à la réalité. L'espace et le temps n'existent pas en dehors de nous. Donc la réalité objective s'appelle le noumen. Les choses en elles-mêmes. Ne vous inquiétez pas pour ces noms. Mais c'est ça, la réalité objective. Ce qui se passe, c'est qu'à travers nos filtres, nous interagissons avec le nous-mêmes. Et cela crée quelque chose qu'on appelle le phénomène. Les choses que nous voyons. Un phénomène. Et c'est le monde que nous connaissons, le phénomène que nous ne pouvons jamais connaître. C'est la théorie de Kant. Et cela a été confirmé par les neurosciences. Donc c'est en gros le modèle du monde le plus précis que nous ayons. Le problème, cependant, c'est que la conception du monde selon Kant soulève 3 questions. La première question, c'est qu'est-ce que le noumen? Kant dit en quelque sorte qu'on ne pourra jamais le connaître, mais on veut quand même le savoir. Voilà, c'est la première question. La deuxième question, alors, c'est qui nous a donné ces filtres? D'où viennent nos filtres? Comment fonctionne notre esprit et qui a créé notre esprit à l'origine? Voilà, c'est la deuxième question. La troisième question, c'est si nous voyons tous le monde à travers notre propre prisme, comment savoir que nous voyons le même monde? Comment nos perceptions du monde s'accordent-elles entre elles? Donc, Kant soulève ces problèmes. Hegel, qui vient après Kant, Friedrich Hegel, au passage, il propose une solution à cela, à ces 3 problèmes. Et ce qu'il dit, c'est ceci. C'est vraiment important de le comprendre. C'est le domaine, c'est le Geist. Le Geist est difficile à traduire. On le traduit généralement par esprit. Donc, ce que Hegel dit, c'est que le monde de l'esprit est ce qui crée le monde matériel. Nous ne sommes qu'une coquille. Ce qui compte vraiment, c'est le monde de l'esprit. Maintenant, il est vraiment important de comprendre le concept de Geist. Et encore une fois, c'est de l'allemand, mais il n'y a pas vraiment de traduction anglaise pour ce mot. Donc, il vaut mieux voir Geist comme une combinaison de 3 mots qui dérivent de Geist. Ces 3 mots sont Ghost, fantôme, Gever et Gist, l'essentiel. Donc, ces 3 mots anglais sont des dérivés du mot allemand Geist. La plupart des mots anglais sont en réalité d'origine allemande. Désolé, pas la plupart des mots, mais beaucoup de mots. D'accord, le fantôme n'est qu'une réalité parallèle qui existe à côté de la nôtre, n'est-ce pas? Un monde spirituel. Voilà, le premier concept. Un geyser est simplement une force qui explose, qui se transforme ou qui s'étend. Ainsi, cet esprit est en constante expansion et évolution. En résumé, Gist signifie l'essence des choses, le cœur du sujet. Bon, la vraie vérité dans le monde, c'est l'esprit. Pas ce que nous voyons, mais ce qui nous est invisible. Donc c'est ça l'idée de l'esprit. Est-ce que ça a du sens? Maintenant, avec l'esprit, nous pouvons répondre aux 3 questions. Le nomana, le vrai monde, c'est le monde spirituel, pas le monde matériel. C'est l'esprit qui nous donne ces filtres. Et comme nous voyons tous le monde à travers l'esprit, nous voyons le même monde.
Donc maintenant, cela crée un autre problème qui est d'où vient l'esprit? Qu'est-ce que l'esprit? Et ici, nous allons regarder Platon et Dante. Encore une fois, c'est une théorie vraiment profonde et nous irons plus loin dans ce sujet au fil du semestre. Mais je veux d'abord simplement vous présenter l'idée maintenant. Donc cela vient de Platon et d'une religion appelée le gnosticisme. Les gnostiques. Gnostique veut simplement dire connaissance. Donc au commencement, le Big Bang, la force, c'est la monade. Ouais. Là. Il y a différents noms pour cette chose ou ce nouzou. Considérez cela comme un dieu suprême. Le Big Bang. La force, tout ça, comme le soleil, presque, d'accord? Le soleil spirituel de l'univers. Le nous fonctionne en respirant. Quand il respire, il fait vibrer sa puissance divine. Et par cela, il crée de nouveaux êtres, appelés des déités. Les déités sont simplement des paires de forces. Ces déités créent alors différentes réalités. Donc, différentes réalités sont créées à travers cette inaction. Et finalement, on arrive à la Terre. Donc, en d'autres termes, ce que Platon et les gnostiques nous disent, c'est que le Geist représente en réalité un univers composé de multiples strates distinctes, un monde multidimensionnel, un espace auquel nous pouvons accéder librement à chaque instant. Est-ce que ça a du sens? Et la Terre, ce que nous voyons, c'est juste le... Il s'agit ici de la couche la plus superficielle et la plus éloignée du centre de cet univers tout entier. Est-ce que cette explication est suffisamment claire et compréhensible pour vous tous? Donc, maintenant que nous avons établi ce point, la problématique fondamentale qui se pose désormais à nous est la suivante. Quel est précisément le but ultime de la vie et de notre existence au sein de ce vaste monde? Et ce que Platon dit, c'est que le but de la vie dans ce monde est de retourner à la monade. Et devinez quoi? C'est en fait le cadre de nombreuses religions, y compris l'hindouisme, n'est-ce pas, et le bouddhisme. C'est aussi ce que croient les hindous et les bouddhistes. Le nirvana, c'est le retour à la monade. Je ne sais pas si vous avez déjà étudié les religions, mais c'est ça l'idée. Donc, ce que dit Platon, c'est qu'à travers la quête de la connaissance, la philosophie, l'amour du savoir, on peut retourner à la monade. Dante, et on étudiera Dante en détail plus tard, mais Dante propose une autre solution. Ce que dit Dante, c'est que la monade, c'est l'amour. Et la monade, parce qu'elle crée des choses, sa divine étincelle rayonne à travers l'univers. Donc il y a une étincelle divine en nous, et cette étincelle divine s'appelle l'amour. C'est pour cela que nous sommes capables d'aimer les gens, que les mères aiment leurs enfants, que vous aimez les uns les autres, grâce à cette étincelle divine en vous. Et plus vous aimez, plus vous retournez à la monade. Donc Platon dit « rechercher la connaissance », Dante dit « rechercher l'amour ». Alors maintenant, la question c'est, tout cela semble très bien, mais pourquoi le mal existe-t-il dans le monde? Quelle est la source du mal? C'est ça. C'est intéressant. Vous avez cette théorie de l'univers, mais alors la question c'est, pourquoi les gens font-ils de mauvaises choses alors? Pourquoi y a-t-il des sacrifices dans le monde? Pourquoi les gens font-ils toutes ces mauvaises choses et non seulement ils s'en sortent, mais en plus ils contrôlent le monde? C'est une grande question, n'est-ce pas? Pour Platon, la réponse est très simple. Ce monde n'a aucune importance. Qui s'en soucie s'il contrôle ce monde? C'est un monde d'ombre factice. Concentrez-vous simplement sur la quête du savoir, car c'est ce qui vous permettra d'en être un. Avec la monade, qui se soucie de ce monde? Donnez-leur ce qu'ils veulent. Donnez-leur leur pouvoir, leur gloire, leur argent. Qui s'en soucie? La réponse de Dante est en fait très intéressante. C'est la réponse de Platon. Ça n'a pas d'importance. Ce monde n'a aucune importance. Qui se soucie de ce qui se passe dans ce monde? De toute façon, c'est une prison. Dante, en fait, a proposé quelque chose de différent. Il dit ceci. Si la monade est l'amour, c'est la confiance. Donc, la monade nous aime et en conséquence, la monade nous donne le libre arbitre.
Or, le libre arbitre peut mener à de mauvaises choses, par exemple ce monde. Mais il n'a pas le choix à ce sujet. Parce que pour lui, intervenir reviendrait à nous retirer notre libre arbitre. Et le libre arbitre est son plus grand cadeau pour nous. Mais de temps en temps, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie des messagers dans notre monde pour nous rappeler qu'il y a une étincelle divine en nous et que nous pouvons l'activer et atteindre une conscience supérieure. Et ces illustres messagers de la pensée sont le philosophe Platon, le poète Dante et Jésus. Ne trouvez-vous pas que c'est le cas? Tout cela me semble parfaitement cohérent et plein de sens. Donc de temps en temps, le monarque va envoyer pour l'esprit. Le monarque va implanter des idées chez ces personnes qui ensuite nous diront la vérité. Et c'est à nous de choisir d'y croire ou non, parce que la monade nous a donné le libre arbitre. Très bien. Donc pour Platon, ce qui compte, c'est la quête du savoir. Pour Dante, ce qui importe, c'est la recherche de l'amour. S'aimer les uns les autres sans condition. Et c'est ce qu'ils nous disent. Ce que le système nous dit aussi, c'est que les puissants veulent nier ce système, n'est-ce pas? Parce que s'ils contrôlent la Terre, le monde factice, ils veulent le rendre aussi réel que possible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la source de leur pouvoir. La croyance que la seule chose qui compte, c'est le monde matériel, la prison dans laquelle nous vivons. Et c'est pour ça qu'on a la science, non? La science, c'est la négation du monde spirituel et la validation du monde matériel. Si tu peux pas le voir, c'est que ça doit être faux. C'est ça? Donc c'est comme ça que le pouvoir fonctionne. Maintenant, la transgression fonctionne dans ce modèle parce que la transgression permet aux puissants de s'aligner sur une certaine partie de cet univers. Parce que dans cet univers, il y a aussi des forces maléfiques. Ça n'a pas de sens. Donc par exemple, la métaphore, c'est pense à Internet. Eh bien, il y a des millions et des millions de sites web. Et pour la transgression, en commettant le même acte malveillant. Ce que les puissants ont fait, c'est qu'ils se sont connectés au même site web, tu vois. Et parce qu'ils se sont connectés au même site, ça permet la synchronicité. Ça leur permet de s'engager, de penser différemment, mais d'agir de la même façon. Très bien. Donc ça, c'est la théorie générale. Et encore une fois, tout cela reste de la spéculation. Je vous dis pas que c'est vrai, mais je vous donne un cadre pour mieux comprendre pourquoi les choses se passent. On ne fait que spéculer, on utilise juste notre imagination ici. Je sais que ça fait beaucoup, mais Kant, Platon, Hegel, Dante, on ira beaucoup plus en profondeur au cours du semestre. Je fais juste une introduction à ces idées pour l'instant. Bon, les questions, les gars? Tu avais une question du cours précédent, c'est ça? Très bien. Donc, peux-tu poser ta question du dernier cours et j'y répondrai en premier? D'accord, du dernier cours. Vous avez dit que ceux qui contrôlent la société, ce sont ces vieux retraités, non? Parce qu'ils reçoivent des revenus des plus jeunes et qui contrôlent la société. Dans notre société, je remarque effectivement des signes ou des phénomènes où le gouvernement semble aider les vieux retraités, en créant par exemple plus de loisirs ou d'infrastructures qui leur sont bénéfiques. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Est-ce possible que le gouvernement profite aussi des actions des vieux retraités? Ou bien est-ce que, en réalité, c'est le gouvernement qui est contrôlé par les vieux retraités? Oui, enfin, on en a parlé au dernier cours, mais ce sont les retraités, les personnes âgées qui contrôlent la société, qui contrôlent le gouvernement. Oui, parce qu'en Chine, dès le premier jour, on t'apprend à respecter tes aînés, non? On t'apprend que les personnes âgées sont des modèles à suivre, qu'elles valent la peine d'être étudiées, qu'elles sont ce qu'il y a de plus précieux dans notre société. Donc, il est logique que le gouvernement mette en place des politiques qui profitent avant tout aux personnes âgées. C'est simplement la structure de la société chinoise, le respect des personnes âgées. Est-ce que vous avez d'autres questions? Amber a une question. Je réfléchissais justement au modèle. Le monade? Oui, ce modèle qu'on a au tableau. Donc, comme tu l'as dit, l'existence du mal, c'est... Si ça ne te dérange pas de te répéter. Ah oui, donc qu'est-ce que le mal? Ouais. Dans le système. Donc, dans le système, le mal, c'est le refus du système. Parce que la monade, c'est la vérité, c'est l'amour, non? Donc, plus tu te rapproches de la monade, plus c'est ce qui est bien. Plus tu t'éloignes de la monade, plus c'est ce qui est mal, non? Donc, tout au bout de ce modèle, il y a la Terre. Donc, plus tu t'attaches au monde matériel, plus tu nies le monde spirituel. Et c'est ça qui est mal dans ce modèle. Donc, pour Platon, ce qui est bien, c'est la recherche du savoir. Et ce qui est mal, c'est le refus du savoir. Ce qui inclut d'ailleurs l'art, les films,
Parce que les films ne sont qu'une ombre du monde des ombres. Le monde dans lequel on vit est faux. Et les films, tout ce qu'ils font, c'est représenter ce monde factice. Et ça empire les choses. Tu vois? Et Dante, tout ce qui permet plus d'amour est bon. Ce qui permet moins d'amour est mauvais. Juste pour compléter, et si, comme on l'a mentionné plus tôt, le sacrifice. Le sacrifice peut être considéré comme un moyen d'unir les gens. Cela crée de la cohésion. Ouais, avec cohésion. Débloque l'énergie divine, car vous accédez à une partie de ce modèle. D'accord. Ouais. Est-ce que cela vous paraît logique? Ouais. Droite. Et c'est pourquoi, pendant que vous accomplissez ce sacrifice, ils adorent un certain Dieu. Droite. Le sacrifice fait donc partie de leur religion. Cela ne se fait pas de manière indépendante. Ils ont un cadre religieux pour ce sacrifice, et c'est pourquoi ils le pratiquent. Droite. Ils ne considèrent pas le sacrifice comme un sacrifice personnel. Ils accomplissent des sacrifices comme accomplissement de leur religion, car c'est ce que leur religion exige d'eux. Droite. Et parce que, donc, pour adorer Dieu, ils sacrifient ces gens pour les envoyer à ce Dieu. D'accord. Droite. Ils accèdent donc à une partie de ce modèle qui est une partie inférieure. Et Ce modèle comporte également des êtres maléfiques. Droite. Mais ils descendent plus bas. donc, quand j'y sais. Donc, en étant mauvais ou en commettant de mauvaises actions, nous obtenons ce que nous voulons pourvu que cela crée de l'amour. Et la théorie de Dante, elle pourrait bien l'être, hein. Cela nous rapproche finalement du accent d'art. La monade, oui. Mais le mal que nous percevons aujourd'hui est une construction de notre société actuelle. Donc, Ouais. Donc, ce que Denis dit à propos de notre société actuelle, c'est que notre société est avant tout hostile à l'amour. Cela ne permet pas aux gens de s'aimer. Donc, par exemple, l'école, c'est ça. Sans l'école, tes parents se soucieraient simplement de ton bonheur. Mais à cause de l'école, les parents se préoccupent de tes notes et de savoir si tu entres ou non dans une université américaine prestigieuse, si tu obtiens ou non un bon travail. Et donc, les parents nient ton libre arbitre. Ils nient ta capacité d'agir. Et en conséquence, tu ne te sens pas aimé. Donc c'est ce que Denis soutiendrait. Notre société est contre l'amour parce qu'elle est construite de façon à ne pas permettre aux relations humaines normales de s'épanouir. Dans une relation normale, tes parents te laisseraient simplement faire ce que tu veux, je pense, tu vois. ben, Parce qu'ils disent non, si je te laisse faire ce que tu veux, tu ne réussiras pas à l'école et tu ne pourras pas trouver de travail. Et puis on se retrouve, je sais pas, au chômage et toxicomane. Qui sait? C'est ça. C'est comme ça qu'ils pensent. Est-ce que cela vous paraît logique? ouais. Le déni du libre arbitre est donc contraire à l'amour, et par conséquent, il est mauvais. Ouais, cela vous empêche de vous rapprocher de la monade. C'est Droite. super. Exactement. Merci. Ouais. Tout comme l'autre, ce qu'Amber souligne, c'est que ce monde est hostile à l'amour. Mais quel est le but, en fait, de ne pas nous laisser nous rapprocher de la monade? C'est une bonne question, non? Pourquoi font-ils ça? Parce que les gens au pouvoir veulent rester au pouvoir. N'est-ce pas? Parce que ce qu'ils font va à l'encontre de la monade. Mais ils veulent garder le pouvoir. Donc ils tirent des avantages, comme le pouvoir, en désobéissant à la monade et en laissant les autres désobéir à la monade, parce que ça leur permet de conserver leur pouvoir. Soyons très clairs. C'est vraiment important. Différentes personnes vont interpréter ce modèle de manière différente. Dans leur conception, la monade est le méchant, leur Dieu est le bon. Ils nous libèrent de la monade en nous rendant plus focalisés sur le monde matériel. Est-ce que c'est clair? Mais en réalité, ils ont pu obtenir leur pouvoir parce qu'ils avaient une religion qui encourageait la transgression, ce qui leur permettait de bien se coordonner entre eux. Et maintenant qu'ils ont ce pouvoir, ils doivent le justifier et développer des systèmes pour le conserver. C'est pour ça que le monde dans lequel on vit aujourd'hui est comme il est. Est-ce que cela vous paraît logique? Est-ce que cela vous paraît logique? Ils sont puissants. Ils veulent conserver le pouvoir, alors ils imagineront de nouvelles idées qui leur permettront de le garder, même si cela implique de nier la vérité. Et encore une fois, les gars, ce n'est qu'une théorie. Personne ne sait si c'est vrai ou non. Je ne sais pas. Mais comme vous venez de le mentionner, le mot nomade a deux significations, dans les deux cas.
Non, non, non. Le mot nomade n'a pas deux significations. Il en a un. Elle porte différents noms, mais sa signification est unique. Il est vraiment important que vous compreniez cela. Là, il existe différents noms pour cela, mais c'est le soleil. Le soleil divin, source de toute vie. Ainsi, Platon définit le nomade comme la connaissance, et Dante le définit comme la connaissance de l'amour. Non, 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 non. Bon, écoute, il faut que tu comprennes bien ça. L'amour, la connaissance, tout. La question sur laquelle Platon et Dante débattent, c'est comment revenir à la monade. D'accord, donc pour Platon, c'est la quête de la connaissance qui te permet de te rapprocher de la monade. Pour Dante, c'est une quête de l'amour. Mais c'est l'un et le tout, l'infini et l'intérieur. Platon dirait que ceci est la perfection. Ceci est immuable, cela ne changera jamais, et c'est éternel. Ça a toujours été là et ça sera toujours là. Et précisément le bouddhisme. On regarde la même chose. C'est plus spirituel. Oui. Un aspect du monde, comme la fin ultime des choses. C'est plutôt un concept abstrait. Ce n'est pas quelque chose de physique que nous pouvons interpréter d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est exactement le bouddhisme et l'hindouisme. C'est vraiment intéressant de voir comment différentes traditions religieuses, dans des contextes locaux différents, ont la même conception du monde, de l'univers. Et est-ce qu'on peut donner à quelqu'un d'autre l'occasion de parler, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un d'autre peut poser une question? Je sais que tu es enthousiaste, mais parfois il faut prendre du recul et assimiler l'idée. Tu as posé beaucoup de questions, mais rentre chez toi, réfléchis encore un peu à tout ça. Est-ce que cela vous paraît logique? Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser des questions? Une dernière question. Donc, juste pour confirmer cela, D'accord. Platon et Dante nous donnent justement la voie à suivre pour aborder le nomadisme, n'est-ce pas? Pouvez-vous reposer la question? Je voudrais confirmer s'il s'agit de Platon ou de Dante, car Platon disait qu'il fallait acquérir des connaissances et Dante disait qu'il fallait poursuivre l'amour. Donc, il nous donne la manière d'aborder le monade. C'est bien ça, donc? Le monade, dans la conception de tout, c'est la même chose. C'est la source de tout. Platon et Dante proposent différentes façons de se rapprocher du monade, n'est-ce pas? Pour Platon, il s'agit de passer toute sa vie à apprendre les mathématiques, en particulier la géométrie, parce qu'il pense que la géométrie est vraiment le langage de l'univers, le langage secret de l'univers. Dante dit que c'est trop difficile, les gars. Ce n'est pas intuitif. Pour Platon, Platon est un élitiste, non? Platon, c'est du genre, seulement si tu viens dans mon école et que tu apprends la géométrie sacrée, tu peux accéder au paradis. Dante dit, ça n'a aucun sens. Le monarque ne créerait pas un système auquel seule l'élite, les élus pourraient accéder. Le monade, s'il aime vraiment tout le monde, donnera à chacun la capacité de l'atteindre. Et cette capacité, celle qui est accessible à tous, c'est l'amour, n'est-ce pas? Peu importe qui vous êtes, tout le monde peut aimer. Mais honnêtement, il y a des exceptions. Il n'y a pas tant de gens dans le monde qui savent faire du calcul intégral, n'est-ce pas? C'est vrai. Donc Platon dit, il faut savoir faire du calcul intégral. Platon, c'est comme ça. Et Dalien dit, c'est complètement absurde. C'est la chose la plus absurde au monde. Bon, est-ce que ça a du sens maintenant? Est-ce que vous avez d'autres questions? Pourquoi est-ce que, comme dans beaucoup d'autres religions, tu sais, Platon ou Dante, ils sont arrivés à la même réalisation du monade? Pourquoi? Ça vient de différentes régions du monde, de différents endroits, mais pourquoi est-ce qu'ils ont tous à peu près la même idée sur la sagesse ou, disons, la connaissance en général? Oui, alors, c'est une très bonne question. Et la réponse, c'est le Geist, n'est-ce pas? La réponse, c'est d'où viennent nos pensées? Et où vont nos pensées? Tu penses vraiment que c'est notre cerveau qui produit les pensées? Pourquoi est-ce qu'avec le même cerveau, la même structure neurologique, mais on a des idées différentes? Et pourquoi est-ce que j'ai autant d'idées alors que toi et d'autres en avaient moins? Eh bien, biologiquement, on ne peut pas l'expliquer. On ne l'a jamais expliqué. Donc, si tu étudies les neurosciences, il y a une question qu'on ne pose jamais. C'est d'où viennent nos pensées? Ce qui est étrange parce que ça devrait être la question la plus basique, non? C'est la première question qu'on pose. Mais ils ne la posent jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas y répondre. Et la réponse, la possibilité, c'est que l'existence du Geist et nos idées viennent du Geist. Et quand on pense aux idées, on revient à l'essence même de l'esprit, n'est-ce pas? C'est un fantôme. Elle est avec nous et elle n'est pas avec nous. Il existe comme un vaste système à partir duquel tout découle. Donc toutes ces choses finiront par y retourner. Exactement, exactement. Et voilà pourquoi.
C'est ainsi que l'on peut expliquer pourquoi toutes ces différentes religions partagent la même conception de l'univers. Parce qu'ils s'inspirent de cette idée, n'est-ce pas? Pour communiquer avec les gars. Droite, est-ce que cela vous paraît logique? Je pense que c'est beaucoup plus logique que de dire oh, les synapses de notre cerveau s'activent ensemble et ça fait tilt. Genre, oh, on a une idée. Je sais pas.